Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 25 de Digital Marketing for Pro, le podcast qui décrypte l'actualité du marketing digital en moins de 30 minutes. À la une de l'actualité cette semaine, une question qui commence à inquiéter de nombreux professionnels du marketing. Est-ce que le contenu généré par l'intelligence artificielle pénalise réellement vos performances ? Depuis 2 ans, l'IA générative s'est imposée partout, dans les stratégies SEO, dans les publications LinkedIn, dans les campagnes publicitaires, dans les newsletters et même dans la production de contenu à grande échelle. Mais en parallèle, un autre discours prend de l'ampleur. Les contenus générés par l'IA seraient moins performants, moins engageants, moins crédibles, parfois même pénalisés par certaines plateformes et algorithmes. Alors, qu'en est-il vraiment ? Google sanctionne-t-il les contenus créés avec l'IA ? LinkedIn détecte-t-il les publications rédigées par ChatGPT ? Les utilisateurs accordent-ils moins de confiance aux contenus automatisés ? Surtout, où se situe réellement le risque pour les marques ? C'est ce que nous allons décrypter ensemble dans l'actualité à la une de cet épisode. Et ce n'est pas tout. Dans le reste de l'actualité, on vous expliquera comment favoriser le crawl de votre site par ChatGPT et surtout, quel enseignement tirer des premières expérimentations menées sur le sujet. On découvrira le point commun entre les sites qui continuent de gagner du trafic organique en 2026 malgré les bouleversements que traverse actuellement le SEO. On décryptera le nouveau rapport IA de Google Search Console avec enfin des données concrètes pour mesurer votre visibilité dans les réponses des LLM. On reviendra également sur les décisions de la CNIL d'encadrer les pixels de suivi dans les emails et sur ce que cela pourrait changer pour les équipes CRM, marketing et globalement acquisition. Et enfin, nous terminerons avec un chiffre qui en dit long sur l'avenir de la visibilité à l'ère des moteurs génératifs. 30% des sources citées par les IA sur les requêtes B2B proviennent désormais de plateformes communautaires et sociales. Alors que vous soyez au bureau, dans les transports ou tranquillement chez vous, installez-vous bien. Votre résumé de l'actualité marketing commence maintenant. Avant d'entrer dans l'actualité à la une, j'aimerais prendre quelques secondes pour remercier Jean qui nous a laissé un super avis sur Apple Podcasts. Je vous en lis un extrait. Digital Marketing for Pro est devenu un rendez-vous régulier dans ma veille. Le format est clair, efficace et va droit à l'essentiel. Alors Jean, si tu nous écoutes, en tout cas je l'espère, un grand merci pour ton message. Ce genre de retour compte énormément pour nous, d'abord parce que ça nous motive à continuer chaque semaine à préparer, analyser et décrypter l'actualité du marketing digital pour vous proposer un contenu utile et activable, mais aussi parce que les avis, les commentaires, les abonnements et naturellement les notes 5 étoiles jouent un rôle très concret dans la visibilité du podcast. Ce sont autant de signaux envoyés aux plateformes pour leur montrer que ce contenu intéresse les professionnels du marketing, et plus ces signaux sont nombreux, plus Digital Marketing for Pro a de chances d'être recommandé à d'autres marketeurs, entrepreneurs et responsables digitaux. Donc si vous appréciez le podcast, si vous l'écoutez régulièrement ou si un épisode vous a déjà apporté une idée ou une réflexion utile, prenez 30 secondes pour laisser un avis ou une note sur votre plateforme préférée. C'est probablement le moyen le plus simple de soutenir le podcast. Et maintenant, place à l'actualité de la semaine. Cette semaine, LinkedIn a publié une communication qui est passée relativement inaperçue. Pourtant, elle soulève une question qui pourrait devenir centrale dans les prochains mois. Dans un message intitulé « Keeping Conversation Real », le réseau social explique vouloir préserver l'authenticité des échanges sur sa plateforme. À première vue, cela semble évident, mais lorsqu'on replace cette prise de parole dans son contexte, elle devient beaucoup plus intéressante, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout. Elle rédige des publications, elle reformule des commentaires, elle suggère des réponses, elle aide à produire toujours plus de contenu, et LinkedIn n'est pas le seul à réagir. Pinterest affiche désormais des mentions lorsqu'une image a été générée ou modifiée par l'IA. Google pousse SynthID, une technologie destinée à identifier les contenus créés par intelligence artificielle. Meta aussi travaille de son côté sur des mécanismes de détection et d'étiquetage de contenus générés par l'IA. Autrement dit, les plateformes semblent toutes avancer dans la même direction, rendre l'IA
visible. Et c'est peut-être que là que se trouve la véritable question. Pendant longtemps, le débat était est-ce que les algorithmes détectent les contenus générés par l'IA? Mais la vraie question devient peut-être que se passe-t-il lorsque les utilisateurs savent qu'un contenu a été généré par l'IA? Parce qu'un phénomène psychologique très intéressant commence à apparaître. Imaginez deux contenus strictement identiques. Même texte, même qualité, même information, même valeur, mais la seule différence, sur l'un des deux apparaît la mention générée par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous le percevez exactement de la même manière? Eh bien, pas forcément. Et c'est précisément ce que plusieurs études commencent à observer. Dès qu'un contenu est identifié comme étant produit par une IA, certains utilisateurs lui accordent spontanément moins de crédibilité, moins d'authenticité, moins de confiance, comme si la valeur perçue diminuait automatiquement. Pourtant, le contenu, il n'a pas changé, on a dit, il est exactement le même. Et c'est là que le sujet devient fascinant parce que le véritable enjeu n'est peut-être pas technologique, algorithmique, il est psychologique. Pendant des années, les marques ont travaillé leur authenticité, leur proximité, leur personnalité, leur ton de marque, le fameux tone of voice. Et aujourd'hui, elles se retrouvent face à une technologie capable de produire du contenu en masse, mais qui peut parfois être perçue comme moins humaine. Cela explique probablement pourquoi certaines études montrent que les publications qui ressemblent fortement à du contenu généré par IA obtiennent moins d'engagement sur LinkedIn. Non pas parce que LinkedIn les pénalise, mais parce que les lecteurs les identifient, ils reconnaissent les tournures, les caractères spéciaux, les structures, les formulations, les conclusions attendues, et surtout ils ressentent parfois une absence d'expérience vécue, une absence de point de vue, une absence de personnalité, une absence d'âme, tout simplement. Alors finalement, le problème n'est peut-être pas que l'IA écrit, le problème est que tout le monde finit par écrire de la même manière, et c'est exactement la même logique que l'on retrouve du côté de Google. Car contrairement à une idée reçue très répandue, Google ne pénalise pas les contenus générés par l'intelligence artificielle. L'entreprise l'explique depuis plusieurs années, ce qui compte, ce n'est pas la manière dont le contenu a été créé, ce qui compte, c'est sa qualité, sa pertinence, son utilité, sa capacité à répondre à une intention de recherche. En revanche, Google cible de plus en plus clairement la production massive de contenu sans réelle valeur ajoutée, ce qu'il appelle le Scaled Content Abuse. Et là encore, le problème n'est pas l'IA, le problème est l'industrialisation du contenu médiocre. Au fond, que nous disent LinkedIn, Google, Meta ou Pinterest? Tous envoient finalement le même message. L'IA n'est plus un avantage concurrentiel. Tout le monde y a accès. Tout le monde peut produire plus vite. Tout le monde peut publier davantage. La différence se déplace donc ailleurs, vers l'expérience, l'expertise, le vécu, le point de vue, la capacité à raconter quelque chose qu'aucun modèle de langage ne peut inventer. Alors, est-ce que le contenu généré par l'IA pénalise réellement les performances ? Probablement pas. En revanche, si les utilisateurs commencent à associer l'IA à des contenus génériques, interchangeables ou peu authentiques, alors la perception peut devenir un véritable facteur de performance. Et c'est peut-être ça, le signal faible le plus intéressant de cette actualité. Le sujet n'est plus seulement ce que l'algorithme pense de vos contenus, le sujet est de plus en plus ce que les humains pensent des contenus générés par l'IA. Et pour les marques, la différence peut être énorme. Lors du dernier épisode, je n'ai pas respecté mes engagements. Je vous ai fait un résumé de l'actualité marketing en un peu plus de 30 minutes. Alors même si cette semaine, je suis très motivé à respecter ce résumé en moins de 30 minutes, on va encore transgresser par rapport à nos habitudes et on va pas vous résumer 3, 4 informations GIO à connaître. Absolument, on va vous résumer un test, une expérimentation que je vous encourage tous à réaliser parce qu'elle permet de répondre à une question que beaucoup de professionnels se posent aujourd'hui. Comment les IA perçoivent-elles réellement mon site internet? On parle beaucoup de GIO, de visibilité dans ChatGPT, de présence dans Gemini, de citation dans Claude, mais finalement, peu d'entre nous prennent le temps d'aller observer directement ce que les modèles comprennent de leur propre marque. Et c'est justement l'objectif du test dont on va parler. L'idée, elle est simple. Certains éditeurs ont récemment cherché à attirer plus rapidement les crawlers utilisés par les IA sur leur site web. L'objectif n'était pas uniquement d'être exploré plus souvent, l'objectif était surtout de comprendre ce que les modèles de langage retiennent réellement de leur contenu. Parce qu'au fond, la question intéressante du moment, c'est est-ce que ChatGPT visite mon site ? Non, pas vraiment. La vraie question, c'est qu'est-ce que ChatGPT comprend
de mon site. Et c'est là que l'exercice devient extrêmement intéressant. Je vous invite à ouvrir un LLM de votre choix et à poser quelques questions très simples. Par exemple, comment décrirais-tu mon entreprise? Quels sont les sujets sur lesquels mon site fait autorité? Qui sont mes principaux concurrents? Pourquoi un client choisirait-il mon entreprise plutôt qu'une autre? Et lorsque vous regardez les réponses obtenues, vous découvrez souvent quelque chose de fascinant. Parfois, les IA comprennent parfaitement votre positionnement, tant mieux. Parfois, elles vous associent totalement à des sujets qui sont à milieu de votre activité, ou ils vont citer des concurrents totalement inattendus. Et parfois même, elles sont incapables d'expliquer clairement votre proposition de valeur. Autrement dit, ces outils deviennent presque un audit de perception gratuit, un miroir de la façon dont votre marque est comprise par les moteurs génératifs, et c'est probablement là le principal enseignement de cette expérimentation. Parce qu'avant même de chercher à optimiser sa visibilité dans les IA, il faut d'abord comprendre l'image qu'elles ont déjà de votre entreprise, car si un moteur génératif comprend mal votre positionnement aujourd'hui, il y a peu de chances qu'il vous recommande correctement demain, et donc du coup, il y a peu de chances que vous tirez profit de la vague énorme qu'est l'IA générative. Le GIO n'est donc plus uniquement une question de visibilité, c'est aussi une question de compréhension. C'est la base du marketing, ma foi. Pendant que certains concentrent toute leur énergie à essayer de compenser la perte d'audience SEO en cherchant à être cités par les LLM, d'autres continuent tout simplement de gagner du trafic organique. Et je trouve que c'est une excellente transition avec le sujet précédent, parce qu'à force de parler d'intelligence artificielle, de GIO ou encore de moteurs génératifs, on pourrait presque oublier une réalité. Le SEO reste aujourd'hui le premier canal d'acquisition du web. Comme nous le rappelions dans l'épisode 24 de Digital Marketing for Pro, le trafic SEO a progressé de 2,38% depuis le début de l'année. Et surtout, Google a généré plus de 1000 milliards de visites vers les sites web l'année dernière. Autrement dit, malgré toutes les évolutions en cours, le SEO reste une source de visibilité absolument gigantesque. Et c'est précisément ce qui rend cette nouvelle étude intéressante. Des chercheurs ont analysé plusieurs centaines de sites qui continuent de gagner de l'audience organique malgré l'arrivée des AI Overviews, des moteurs génératifs et des changements permanents de l'algorithme Google, sans parler des changements comportementaux des utilisateurs. La question, elle était simple. Quel est leur point commun? Qu'est-ce qu'ils utilisent davantage l'IA? Et est-ce qu'ils publient plus? Est-ce qu'ils investissent davantage dans la technique? Et la réponse est finalement beaucoup plus simple. Les sites qui progressent sont ceux qui continuent à publier du contenu utile, mais surtout du contenu original, du contenu que l'on ne retrouve pas partout ailleurs, des études, des analyses, des retours d'expérience, des comparatifs, en somme, des données propriétaires. Autrement dit, des contenus qui apportent quelque chose de nouveau à la conversation. Et lorsqu'on y réfléchit, c'est parfaitement logique, parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut demander à ChatGPT de rédiger un article sur un sujet donné, mais personne ne peut demander à ChatGPT de générer une étude que vous avez déjà réalisée. Enfin, que vous devez réaliser, pardon. Personne ne peut reproduire les données que vous collectez. Personne ne peut inventer votre expérience terrain. Finalement, ce que montre cette étude, c'est que plus le contenu générique devient abondant, plus la valeur du contenu original augmente. Et ce phénomène ne concerne pas uniquement Google, il concerne aussi les moteurs d'IA, parce que les LLM cherchent eux aussi des informations originales à citer. Ils cherchent des sources fiables, des données, des statistiques, des expertises, bref, tout ce qui permet d'enrichir leurs réponses. Et c'est probablement là le point commun avec notre actualité à la une. Que l'on parle de SEO traditionnel ou de GEO, la logique reste la même. L'objectif n'est plus seulement de produire davantage en contenu de façon industrielle. L'objectif est de produire quelque chose que les autres n'ont pas. Parce qu'une époque où tout le monde peut générer du contenu, l'originalité devient un avantage concurrentiel. Et finalement, cette étude nous rappelle une chose importante, les règles fondamentales du SEO n'ont pas disparu, elles sont simplement devenues plus exigeantes. Google continue de récompenser les contenus qui apportent une réelle valeur à l'utilisateur, et les sites qui progressent aujourd'hui sont souvent ceux qui investissent dans ce qui est le plus difficile à copier, leur expertise, leurs données, leur expérience.
On reste dans l'univers de la recherche et de l'intelligence artificielle avec une annonce que beaucoup de professionnels du SEO attendaient depuis des mois. Google Search Console commence enfin à intégrer les performances liées aux expériences de recherche alimentées par l'intelligence artificielle. Et même si cela peut sembler être une simple évolution technique, c'est en réalité une avancée importante. Pourquoi ? Parce que depuis l'arrivée des AI Overviews, une question revient sans cesse dans les équipes marketing. Est-ce que mon site est visible dans les résultats générés par l'intelligence artificielle ? Et surtout, est-ce que ces nouveaux formats me génèrent réellement du trafic ? Jusqu'à présent, il était très difficile de répondre à cette question. On observait parfois des variations de clics, des fluctuations de visibilité, une hausse des requêtes brand, mais il était compliqué d'isoler l'impact réel des expériences IA dans Google. Désormais, Google commence à apporter davantage de transparence et surtout, cela ouvre la voie à une nouvelle façon d'analyser ses performances SEO. Alors concrètement, que faut-il regarder ? Le premier réflexe est d'identifier les pages qui bénéficient déjà d'une visibilité dans ces nouveaux environnements de recherche. Parce que contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce ne sont pas forcément vos pages les mieux positionnées qui sont les plus visibles dans les résultats enrichis par l'IA. Très souvent, Google privilégie les contenus qui répondent clairement à une question, comme les guides pratiques, les tutoriels, les comparatifs. Autrement dit, les contenus qui apportent une réponse facilement exploitable. Le deuxième point à surveiller, ce sont les écarts entre les impressions et les clics. Et c'est probablement l'information la plus intéressante, parce qu'avec les AI Overviews, ces encadrés IA qui s'affichent directement dans les pages de résultats de Google, certains contenus peuvent gagner énormément en visibilité tout en générant moins de clics. Pourquoi ? Parce qu'une partie de la réponse est directement affichée dans les résultats de Google. L'utilisateur obtient une partie de l'information sans quitter la page des résultats et cela change complètement la manière d'interpréter les performances. Parce que pendant des années, nous avons principalement analysé le SEO à travers le volume de clics, le trafic. Aujourd'hui, il faut aussi commencer à analyser la visibilité, la présence, la citation, l'exposition de marque. Et cela nous ramène directement au sujet principal de cet épisode, car demain, être visible ne signifiera plus forcément obtenir un clic, cela signifiera parfois être tout simplement cité par les IA, être recommandé ou être utilisé comme une source par une intelligence artificielle. Le troisième point d'attention, c'est d'identifier les contenus qui génèrent des impressions mais dont le taux de clic chute fortement. C'est souvent un excellent indicateur des requêtes impactées par les nouveaux formats d'IA et cela peut vous aider à adapter votre stratégie éditoriale. Ajouter davantage de valeur, proposer des analyses plus approfondies, créer des contenus complémentaires qui vont au-delà de la simple réponse factuelle parce qu'au fond, c'est probablement le principal enseignement de cette nouveauté. Le SEO n'est plus seulement une bataille pour obtenir un clic, c'est de plus en plus une bataille pour occuper l'espace informationnel. Et grâce à ces nouvelles données dans la Search Console, nous disposons enfin d'un premier tableau de bord pour mesurer cette évolution. Alors si vous gérez un site web, je vous encourage vraiment à aller jeter un œil à votre Search Console dans les prochains jours parce que ce que vous allez y découvrir pourrait vous apprendre beaucoup sur la manière dont Google utilise vos contenus dans ses résultats de recherche. Vous l'avez certainement vu passer dans votre fil LinkedIn, la CNIL vient d'apporter de nouvelles précisions concernant l'utilisation des pixels de suivi dans les emails. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe, un pixel de suivi, c'est une petite image invisible intégrée dans un email. Lorsqu'un destinataire ouvre le message, cette image est chargée automatiquement et cela permet à l'expéditeur de savoir que l'email a été ouvert. Pendant des années, cette donnée a été l'un des indicateurs les plus utilisés dans les outils d'emailing, le fameux taux d'ouverture. Un KPI que nous avons tous suivi, comparé, commenté, parfois même utilisé pour juger du succès ou de l'échec d'une campagne email. Le problème, c'est que ce suivi est souvent invisible pour l'utilisateur. Et c'est précisément ce qui préoccupe aujourd'hui la CNIL. L'autorité rappelle que ces mécanismes de suivi doivent respecter certaines règles de transparence et, selon les contextes, des exigences en matière de consentement. Mais au-delà de l'aspect réglementaire, ce qui m'intéresse dans cette actualité, c'est surtout ce qu'elle révèle sur l'évolution du marketing digital. Parce qu'on observe exactement la même tendance partout. Moins de tracking, plus de transparence, plus de contrôle donné aux utilisateurs. Nous l'avons vu avec les cookies tiers, nous l'avons vu avec les protections mises en place par Apple, nous le voyons dans les navigateurs et nous le voyons désormais dans l'email marketing. Autrement dit, les marketeurs disposent progressivement de moins en moins de données individuelles pour comprendre les comportements. Et cela nous oblige à revoir notre manière d'analyser la performance. D'ailleurs, cette réflexion me rappelle directement la discussion que nous avons eue avec Olivier Guillaume dans l'épisode 3 de Focus, consacré à la mesure de la performance marketing. Si ce sujet vous intéresse, je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Parce qu'un des messages forts de cet échange était justement le suivant.
Le problème n'est pas toujours le manque de données, le problème est parfois la manière dont nous interprétons les données que nous avons. Prenons le taux d'ouverture. Pendant longtemps, nous l'avons considéré comme un indicateur clé. Mais est-ce qu'un email ouvert signifie qu'il a été lu? Pas forcément. Est-ce qu'un email lu signifie qu'il a été utile? Pas forcément non plus. Et surtout, avec les mécanismes de protection mis en place par Apple ces dernières années, il arrive même que certains emails soient comptabilisés comme ouverts, alors qu'aucune lecture réelle n'a eu lieu. Autrement dit, nous continuons parfois à piloter nos stratégies avec des indicateurs qui deviennent de moins en moins représentatifs de la réalité. La vraie question n'est donc plus combien de personnes ont ouvert mon email, mais plutôt combien de personnes ont réellement interagi avec mon contenu, où on a cliqué, où on a répondu, où on a téléchargé une ressource. Et finalement, cette actualité nous rappelle quelque chose d'important. Une donnée facile à mesurer n'est pas forcément une donnée utile pour prendre des meilleures décisions marketing. Parce qu'au fond, notre métier n'est pas de collecter des métriques, notre métier est de comprendre des comportements. Et dans un environnement où les données deviennent de plus en plus difficiles à obtenir, la qualité de l'analyse devient plus souvent que la quantité d'informations disponibles. C'est probablement l'un des grands défis du marketing dans les années à venir. Et comme chaque semaine, on termine avec un chiffre pour nourrir vos réflexions stratégiques. Le chiffre de la semaine est 30%. 30% des sources citées par les intelligences artificielles sur les requêtes B2B, je précise, proviennent désormais de plateformes communautaires et sociales comme LinkedIn, Reddit ou encore YouTube. Et je trouve ce chiffre particulièrement intéressant. Parce qu'il montre que les moteurs d'IA ne construisent plus uniquement leurs réponses à partir de sites web traditionnels et s'appuient aussi sur les conversations. Ces fameux retours d'expérience, ces avis d'experts, ces échanges entre professionnels. Autrement dit, la visibilité ne se joue plus uniquement sur votre site internet, elle se joue aussi dans les communautés où votre audience échange et partage ses problématiques. Et c'est finalement très cohérent avec tout ce que nous avons évoqué dans cet épisode. Les contenus les plus valorisés, aujourd'hui, sont souvent les plus authentiques, les plus incarnés, les plus difficiles à reproduire automatiquement. Alors voici la question que je vous propose de vous poser cette semaine. Si demain, un prospect interroge ChatGPT sur votre secteur d'activité, votre expertise existe-t-elle uniquement sur votre site web ou est-ce qu'elle est également présente dans les conversations que les IA utilisent pour construire leurs réponses, c'est-à-dire YouTube, LinkedIn ou encore Reddit? Merci d'avoir écouté cet épisode de Digital Marketing for Pro jusqu'au bout. Et comme promis, on tient la promesse de faire un résumé de l'actualité en moins de 30 minutes. Mais avant de se quitter, si on devait retenir 3 choses de cet épisode. Le premier point, c'est que le problème n'est probablement pas l'intelligence artificielle, que ce soit sur LinkedIn, dans Google ou dans les moteurs génératifs, rien ne prouve aujourd'hui qu'un contenu est pénalisé simplement parce qu'il a été créé avec l'aide d'une IA. En revanche, les contenus génériques, sans expertise, sans expérience et sans réelle valeur ajoutée, ont de plus en plus de mal à se différencier. L'IA n'est pas le problème, le contenu interchangeable l'est. Le deuxième point à retenir, c'est que la visibilité ne se construit plus uniquement sur votre site web. Les moteurs d'IA s'appuient désormais sur une multitude de sources pour construire leurs réponses, votre site, vos contenus, mais aussi vos publications LinkedIn, vos vidéos, vos prises de parole dans les communautés professionnelles. Autrement dit, votre présence digitale devient de plus en plus globale. Et le troisième point, c'est que l'expertise devient un avantage concurrentiel encore plus fort qu'avant. Parce qu'à une époque où tout le monde peut produire du contenu rapidement, ce qui devient rare, ce sont les données originales, les retours d'expérience, les analyses terrain, les opinions argumentées, bref, tout ce qu'aucun modèle de langage ne peut inventer à votre place. Alors si cet épisode vous a fait réfléchir, si vous avez appris quelque chose, alors on a rempli notre mission, vous proposer un format court, activable, qui vous aide concrètement à enrichir votre stratégie marketing. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup connaître votre avis sur le sujet principal de cette semaine. Pensez-vous que les contenus générés par l'intelligence artificielle vont progressivement perdre en efficacité auprès des utilisateurs? Ou au contraire, pensez-vous que cette distinction entre contenu humain et contenu IA finira par disparaître? Je serais curieux de lire vos retours et d'échanger avec vous sur LinkedIn. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à rechercher DM4 Pro avec un S sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen pour nous retrouver. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode, à laisser un commentaire et bien sûr à nous attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui nous aide le plus à faire découvrir le podcast à d'autres professionnels du marketing. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouveau débrief de l'actualité du marketing digital, parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.